On vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent sur Livestorm, en streaming, je sais que vous êtes une centaine, qu'on est donc sur TETU Connect Tech et Inclusion. Aujourd'hui, on explore les thèmes de la diversité et de l'inclusion des personnes LGBT au sein des entreprises de la tech. Au-delà des personnes LGBT, on s'intéresse à la diversité au global et à l'intégration de toutes les minorités. Quand on parle de minorité, on ne parle pas forcément en termes de nombre, on parle des gens qui sont des individus qui sont discriminés, discriminés, à savoir les personnes en situation de handicap, les femmes, les personnes en fonction de leur origine ethnique ou de leur orientation sexuelle ou de genre. On vous rappelle donc, je voulais juste vous dire aussi qu'on est là aujourd'hui pour répondre à vos questions, aux questions des collaborateurs, des dirigeants. On a eu tout à l'heure la chance d'avoir la ministre Elisabeth Moreno qui nous a rappelé que l'engagement à ce sujet était collectif. On a eu une table ronde avec les DRH de Blablacar, Google, Salesforce et le directeur RSE de Criteo. On a vu un peu les actions qu'ils mettaient en place dans leurs entreprises respectives et leur avis personnel finalement sur quota, index, que faut-il faire, comment s'engager plus. Vous pouvez évidemment réagir à l'événement avec le hashtag TETUConnect, T majuscule, C majuscule, tout attaché, et poser vos questions donc sur le débat sur Livestorm. On remercie encore une fois nos partenaires Salesforce, la French Tech et French Tech Paris. Et sans transition, je vais acquérir sur scène pour notre table ronde Construire des équipes plus inclusives pour créer des produits à leur image. Carole Juge, qui est fondatrice et CEO de June. On peut l'applaudir pour les personnes qui sont restées avec nous. Bienvenue Carole. Je vais accueillir ensuite Amélie Juge, qui est associée chez Elaya. Elle est également représentante du collectif Sista au pôle Vici. Bienvenue Amélie. On a également avec nous Diego Ferry, qui est directeur de la stratégie de Faber Novel. Et enfin, nous avons Jean-Philippe Desbiol, qui est directeur de l'intelligence artificielle chez IBM, qui va s'asseoir au milieu. Voilà, comme ça, je vois bien tout le monde. Alors, merci déjà d'avoir accepté l'invitation mon invitation et celle des équipes de TETU Connect. C'était important pour nous aujourd'hui de vous avoir tous les quatre. Vous avez des parcours très différents, des profils très différents et vous travaillez dans des entreprises très différentes. Donc, normalement, on devrait avoir un débat assez riche sur le sujet. L'idée, c'était de faire un point. Effectivement, on l'a compris, la diversité et l'inclusion, c'est de l'humain. C'est un peu comment allier l'humain et la tech et comment faire en sorte que les entreprises françaises soient à l'image de la société. Donc, comment on prend en compte la diversité de la société dans le product management, comment on revoit les processus de création des produits pour faire des produits non genrés, non discriminatoires, et comment on inclut une sensibilité ou un regard différent, je ne vais pas y arriver, du cahier des charges jusqu'au test client. Vous êtes donc là tous les quatre. On va donc commencer par, si vous me laissez une petite seconde, pour reprendre mon conducteur qui n'est pas sur le même fichier. Voilà, j'y suis. On va donc commencer par la partie de la vision au produit. Donc, par où on commence? Donc, Amélie, c'est vers toi que je vais me tourner. Tout d'abord, permets-moi de te présenter rapidement. Donc, toi, tu travailles en venture capital depuis 4 ans. Tu as rejoint le fonds de VC européen qui s'appelle Elaya depuis 2 ans. Un fonds qui investit dans des startups B2B tech early stage. Elaya gère aujourd'hui 650 millions d'euros et a investi dans près d'une centaine d'entreprises, parmi lesquelles donc les plus connues Miracle et Shift Technology. Tu as une double casquette aujourd'hui avec nous, puisque tu es également représentante du collectif Sista. Sista, j'ai envie de dire qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même, compter les femmes pour que les femmes comptent. C'est donc un collectif de femmes entrepreneurs, parmi lesquelles Tatiana Jama, Nathalie Bala
de La Redoute ou encore Céline Lazorte, et donc des investisseuses qui promeuvent la diversité dans l'économie numérique, qui encouragent les investissements des entreprises dirigées par des femmes, parce que tu vas nous le dire, j'imagine, mais elles sont encore assez peu nombreuses. Et donc, la mission de Sista est au cœur du sujet de notre table ronde du jour. Du coup, la première question est pour toi. Effectivement, moi, je me demandais, je trouvais que c'était assez opaque, justement, dans ces histoires de financement d'entreprises par les investisseurs et les financeurs. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel rôle ont à jouer ces financeurs, ces investisseurs, dans la diversité de la tech en France aujourd'hui? Merci d'abord pour l'invitation, merci pour la présentation Mathieu. Alors effectivement, si je parle aujourd'hui, c'est avec une double casquette, à la fois Sista, un collectif du coup qui promeut la diversité chez les femmes, et un fonds d'investissement qui se doit d'investir dans des sociétés avec des équipes plus diverses, que ce soit d'un point de vue de genre, de nationalité, de background, etc. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, quand je regarde mon quotidien, c'est d'investir dans des entreprises et des startups qui vont créer les produits, les usages, les services de demain. Et le problème, c'est que malheureusement, les femmes et les minorités sont assez peu prépondérantes dans ces choix-là. Et du coup, les fonds d'investissement ont un rôle prépondérant justement sur le fait de financer et de favoriser l'accès au financement de ces minorités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, il y a quand même assez peu de personnes qui osent justement monter leur société. On a créé avec le collectif Sista un panel justement avec le BCG qui nous permet de regarder tous les ans les chiffres sur la mixité. Et l'année dernière, on a eu la bonne nouvelle de voir qu'il y avait 21% des femmes qui faisaient partie d'une équipe mixte qui avait été financée par des VC. Du coup, les choses changent, mais 21%, c'est encore bien trop peu. Et du coup, on a un rôle en tant qu'à la fois fonds d'investissement, mais aussi collectif ou n'importe quel acteur de cet écosystème, de faire partie de ce changement, parce que le changement sera structurel et non pas conjoncturel. D'accord, très bien. Et du coup, je rebondis et je m'adresse à toi, Carole. Donc, chez Sista, on compte les femmes pour que les femmes comptent. Comme tu me le disais lors de nos échanges, en France, on ne peut pas compter les Noirs ou les lesbiennes dans son entreprise pour faire des statistiques. Donc, du coup, on se base sur quoi, concrètement? Moi, ça m'intéresse, pour l'inclusion de certaines minorités dans les entreprises françaises. Sur quel fait? C'est une excellente question. Alors, et je ne t'ai pas présenté, donc je vais t'inviter à le faire toi-même. Je suis désolée. Salut tout le monde, je suis Carole, la fondatrice de June. Voilà, on fabrique des produits d'hygiène et de soins pour les familles, les enfants et les mamans principalement. Les enfants de 0 à 14 ans, donc c'est quand même une grande partie des gamins. Moi, c'est un sujet qui me fascine pour une raison simple, c'est que j'ai jamais fait d'école de commerce. June, j'ai jamais travaillé dans une entreprise privée avant d'avoir mes boîtes à moi. Donc, ce qui fait que quand je me suis mise à recruter, à la différence de plein de gens, j'avais pas un network d'écoles. Quand tu as fait Sciences Po, quand tu as fait HEC, quand tu as fait l'ESSEC ou même d'autres écoles, tu vas naturellement aller chercher dans le pool de tes alumni pour aller proposer des postes. Moi, je n'avais pas fait ça, donc j'ai toujours recruté par des outils très à l'ancienne, la PEC, Pôle emploi, Indeed, etc. Donc des trucs qui paraissent complètement fous aujourd'hui. Mais c'était important pour moi, et donc en fait, je ne regardais jamais les écoles qu'avaient fait les gens, parce que de toute façon, pour moi, ça voulait rien dire. Moi, j'ai un doctorat en littérature américaine que j'ai passé aux États-Unis, donc on me montre une école versus une autre école, je sais pas te dire si elle est mieux classée ou moins bien classée qu'une autre, j'y connais rien. Et donc, forcément, quelque part, ça t'oblige à regarder qui sont les gens pour ce qu'ils peuvent amener à ta boîte, pas ce qu'ils ont fait forcément avant, ou pas l'école qu'ils ont faite avant, mais qu'est-ce qu'ils ont envie d'amener dans ta boîte. Et à partir du moment où tu regardes les gens comme ça change vachement la donne. C'est-à-dire que tu as un candidat d'origine maghrébine, tu as un candidat black, tu as un candidat qui serait peut-être mis de côté dans une entreprise plus traditionnelle. Moi, c'est même pas un truc que je regarde. Ce qui veut donc dire que derrière, je fais rentrer dans la société des gens qui partagent ces valeurs-là. Et donc derrière, j'ai un process RH qui fait que on favorise finalement la diversité. C'est-à-dire que ça commence de manière très très bête
par un mindset profond. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire, et c'est un mouvement qui est en train de prendre un peu dans les startups, où on a de plus en plus de gens dans les startups qui disent « Ok, j'ai pas assez de femmes, mon board me fait chier, embauchons des femmes ». Et donc, on se retrouve à faire de la discrimination positive à la femme sur des métiers sur lesquels, finalement, tu as moins de candidats de femmes historiquement. Il y a un enjeu dont parlait Amélie juste avant, qui est l'ambition. C'est-à-dire que ça prend du temps pour des femmes ou pour des minorités qui longtemps se sont senties pas forcément à leur place, pour se dire je vais avoir cette place-là, je la mérite et je me sens légitime. Parce que c'est aussi ça l'enjeu, quoi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes qui sont fondatrices et pourquoi elles sont fondatrices de boîtes qui ne sont pas forcément des boîtes avec des potentiels d'hypercroissance démesurés? Mais c'est pas parce qu'elles sont bêtes, c'est juste parce qu'elles ont tellement entendu pendant des années c'est pas forcément à toi de le faire, c'est pas forcément toi qui seras la meilleure pour le faire, qu'au bout d'un moment, tu finis par y croire. Moi, quand j'ai planté ma première boîte, on m'a dit « Oh, Carole, c'est normal, enfin, je veux dire, ça va, t'es un docteur en littérature, tu pouvais t'attendre à quoi ?» Il y a un moment, on finit par le croire, et donc il y a un moment, ça finit par taper l'ambition. Donc je pense que ça commence vraiment sur comment on va recruter les gens et de quelle ouverture d'esprit on fait place. Et c'est des choses toutes bêtes. Typiquement, moi, j'ai une question que je pose tout le temps en entretien. Si ton compagnon ou ta compagne était avec moi aujourd'hui, que je lui demandais quel est ton pire défaut, qu'est-ce qu'il ou elle dirait? Je la pose systématiquement comme ça, que j'ai un homme ou une femme en face de moi. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vois arriver une nana qui a 35 ans, je vais pas supposer qu'elle est mariée, je vais pas supposer qu'elle est mariée avec un homme, je vais pas supposer qu'elle a des enfants. Et donc, naturellement, je lui pose la question comme ça. Et les gens, voyant la façon dont je pose la question, me répondent naturellement. Et donc, moi, j'ai une fille, avant même d'arriver chez June, elle m'a dit très naturellement qu'elle était en couple avec une nana parce qu'elle s'est sentie à l'aise avec une toute petite question. Donc, ça commence par des petites choses et c'est le moyen finalement de détourner le fait que on n'a pas le droit de faire de la discrimination positive à l'embauche. Et je suis d'ailleurs en faveur qu'on n'en fasse pas parce que je pense qu'il n'y a rien de pire. Je suis pour monitorer les datas, mais je suis contre les quotas. Donc, c'est vraiment important d'avoir deux choses, mais ça permet à minima de savoir où est-ce que je suis bon, où est-ce que les gens se sentent à l'aise chez moi dans mon entreprise, et c'est en partie des petits détails. C'est finalement un cercle vertueux. Si je peux rebondir dessus, je suis vraiment d'accord. En tout cas, chez Laïa, on a fait le même constat. On est en fond qu'il y a 50% de femmes à tous les niveaux. On a plein de nationalités différentes et plein d'âges différents. Et après avoir réussi en fait, à engager une première femme, en fait, tu t'ouvres le réseau de ce réseau de femmes qui va ensuite s'ouvrir un autre réseau différent. Et c'est en faisant ce premier pas que tu disais, c'est bien, c'est un tout petit pas, mais en fait, tu te rends compte que c'est un effet papillon qui peut être énorme et qui peut vraiment te rendre une entreprise qui a juste engagé une minorité à une entreprise qui est vraiment diverse. Et j'avais une salariée un jour qui m'a dit « Mais en fait, moi, je suis venue bosser dans une entreprise qui est dirigée par une femme parce qu'en fait, une entreprise dirigée par une femme, je sais que le fait que je sois une nana ne sera jamais la raison pour laquelle je ne vais pas progresser dans l'entreprise. » Et je pense qu'envoyer des signaux forts comme ça, moi, je suis très transparente en plus comme nana, donc j'assume tout à fait ma condition, les paradoxes de mes privilèges, etc. Et donc, derrière, ça veut dire que les gens, naturellement, se sentent vachement plus à l'aise et se disent, quelle que soit mon origine, mon orientation sexuelle, mon genre, j'aurai une chance honnête d'avancer dans cette boîte. C'est réplicable facilement dans plein de boîtes. Et toi qui fais partie donc du board Impact, tu es un peu notre caution French Tech 120 aujourd'hui. Combien il y a d'entreprises dirigées par des femmes dans le Next 40 ou le French Tech 120 ? Je crois qu'on est 4. 4 ? Ouais, une grosse marge de progression du coup sur les chiffres. Ça rejoint le côté de l'hypercroissance demande une ambition un peu folle. Et lever des fonds, c'est un exercice de style. Lever des fonds, c'est un exercice de financier, mais c'est aussi beaucoup un exercice de storytelling, de drague. Il faut séduire, réussir à amener, à embarquer dans une aventure. Et donc, quand il faut faire ça avec des plans sur la moquette à 3 ans ou à 4 ans, en disant « Moi, dans 4 ans, je fais 100 millions de chiffre d'affaires », faut avoir envie de le faire. Je suis une ancienne comédienne, moi ça va, je le fais bien, mais c'est difficile aussi et ça force à sortir un peu de soi. Moi j'ai planté une première boîte pour apprendre à le faire bien. Parce que
Bah oui, naturellement. Alors, je pourrais pas te dire si c'est genré ou pas genré, mais c'est vrai que naturellement, mon ambition, et d'ailleurs mes investisseurs te le diront, les BP de Carole sont toujours beaucoup plus réalistes que les BP que vont sortir certains mecs qui te disent en 4 ans je fais 100 millions. Moi je te dis non, moi en 4 ans je te fais ça, et je suis toujours au-dessus de ma performance. Là où beaucoup de boîtes sont souvent en dessous de leur perf, parce qu'en fait les mecs ils fument la moquette, ils vont faire des trucs géants. Et voilà, donc est-ce que c'est parce que je suis une nana? Est-ce que c'est dans mon caractère? Est-ce que c'est mon complexe d'infériorité? J'en sais rien, mais voilà, en tout cas, ça nous donne plein de pistes de réflexion. Et les fonds ont aussi besoin d'en prendre conscience, et c'est pour ça qu'en tout cas, chez Sista, on a plein d'activités justement pour montrer les biais qu'un fonds ou qu'un investisseur peut avoir quand il reçoit une entrepreneuse ou un entrepreneur qui ont fait telle ou telle école ou qui ont tel ou tel background, qui ont tel âge, qui sont plutôt jeunes, que c'est la première entreprise qu'ils font. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous des biais. C'est ça qui nous permet d'investir dans des bonnes sociétés, mais c'est aussi, il faut en avoir conscience pour essayer de pouvoir passer au-delà de ce jugement et de se dire c'est peut-être une femme, elle a peut-être un BP plus réaliste, mais est-ce que c'est pas une si mauvaise chose au final d'avoir un BP réaliste plutôt qu'un BP sur la comète? Mais donc, oui, pour reprendre effectivement ce que vous disiez, je pense, je suis convaincu que les femmes n'osent pas assez, effectivement, aussi. Et donc, c'est important de mener des actions comme vous le faites pour les encourager. On va passer à Diego. Diego, je te présente rapidement. Tu es chez Faber Novel depuis 6 ans. Tu es en charge de la stratégie et des communications, notamment d'un nouveau projet autour des Safe Spaces. Tu vas nous en parler après. Tu as également cofondé l'entreprise Shotgun, donc un entrepreneur ingénieur dans l'âme. Et donc ma première question qui t'est adressée, plutôt du coup d'un point de vue des personnes LGBT, parce qu'aujourd'hui on est sur Tétu, donc on fait un peu plus un focus LGBT. Quelle différence notoire entre la France et les États-Unis? On parle beaucoup de tech, on a eu des grandes entreprises américaines avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Merci Mathieu et merci à tout le monde pour l'invitation. En effet, on a, pour celles et ceux qui étaient là tout à l'heure, qui ont entendu le discours de la ministre Elisabeth Moreno, mais aussi des boîtes comme Google et Salesforce, on voit une différence. La différence, on peut dire qu'en Europe et en France, on a quelques années de retard sur ce sujet-là. Mais ça ne veut pas dire que tout se passe bien non plus aux États-Unis. Une étude que je lis assez souvent d'une grande association américaine qui s'appelle Human Rights Campaign, qui sort des études sur les best places to work LGBT aux États-Unis, montre que quand même un tiers des personnes LGBT en entreprise sont malheureuses et que près de 50%, c'est un chiffre qui a été aussi évoqué dans la table ronde précédente, la moitié a peur de faire son coming out en entreprise. Donc ça ne veut pas dire que la situation là-bas est parfaite. En revanche, il y a un coup d'avance. Elisabeth Moreno le disait aussi, et je lisais un article assez intéressant dans Les Échos cet été. Les grandes entreprises françaises et européennes commencent à traiter ce sujet, et on commence par les voies faciles, par les voies dont on parle assez souvent, c'est-à-dire de commencer à communiquer sur une politique de tolérance, s'engager à des chartes comme celle de l'autre cercle qui a été aussi évoquée tout à l'heure, commencer à étudier le sujet du recrutement, des biais dans le recrutement, mais des entreprises américaines vont beaucoup plus loin. On a entendu des témoignages tout à l'heure d'une DRH de Google qui disait qu'ils vont même aller déployer des intelligences artificielles dans les logiciels internes de compte-rendu d'entretien pour enlever les biais. Donc ça, c'est pas des pratiques très communes en France, en tout cas dans des boîtes françaises et fondées en France, grandies en France. On a aussi parlé de pas mal de programmes de leadership aux États-Unis dédiés aux communautés LGBT+, qui sont aussi des initiatives plutôt rares. Donc il y a aujourd'hui cette différence entre la France et les États-Unis, même si, encore une fois, tout n'est pas encore parfait. Et je pense que la prochaine étape, même pour les États-Unis, ça sera celle de se concentrer sur des produits. Donc faire des produits, et c'est aussi le thème de cette table ronde, à l'image de ces valeurs qu'elle commence à propager, qu'elle commence à transmettre en interne et en externe à l'entreprise. Merci Diego. Jean-Philippe, je vais te présenter également rapidement. Donc toi, tu es surnommé déjà le docteur Watson. Le docteur Watson français par le magazine Forbes. Toi, tu as contribué au sein du groupe IBM en Asie, aux États-Unis, en Europe. Donc j'imagine que tu as une vision quand même assez globale du sujet, aux plus grands projets cognitifs du monde liés à la banque, l'assurance et aux télécommunications. Tu es l'auteur du livre « L'IA sera ce que
que tu en feras les 10 règles d'or de l'intelligence artificielle, qui a pour objectif de démystifier ce qu'est l'IA pour une nouvelle collaboration humain-machine apprenante. Alors, collaboration humain-machine, ça on va effectivement en parler. Tout à l'heure on entendait, je crois, Yael Le Ben qui disait qu'on lui disait souvent, enfin les préjugés ont la vie dure, mais les ingés c'est un métier de mec, donc on imagine que l'IA c'est un métier de mec. On va parler des biais un peu plus tard, mais déjà le b.a.-ba peut tout nous dire en termes, si on parle d'intelligence artificielle pour les nuls, pour ceux qui n'y connaissent rien, comment on crée et comment on entraîne un algorithme, s'il te plaît. Donc, d'abord, bonjour et merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être qu'avant d'entrer dans cette histoire d'algorithmie, là, essayons de définir un peu ce que c'est que l'IA, parce que c'est un peu nébuleux. Il y a eu autant de définitions d'individus. Donc aujourd'hui, je vais rajouter la mienne. Donc ça va rajouter un degré de complexité dans vos têtes, mais je vais le faire. Mais je vais faire court. Par contre, la version américaine, c'est que les Américains, il y avait une revue qui s'appelle Wired, un peu provocante aux US, que j'aime bien, au niveau tech, mais un peu provocante. Mais les mecs sont bons, ils écrivent dedans. Les mecs, c'est asexuel. Les gens qui écrivent dedans sont bons. Et en fait, il titrait La fin du code, donc 4 mots. Et la fin du code, pour moi, c'est le meilleur exec summary que je n'ai jamais vu, et je le répète depuis maintenant un certain nombre d'années. Parce qu'en fait, la fin du code, ça illustre bien que nous sommes en train de passer de 2 ères. Une ère de programmation qui était faite très déterministe, de règles. If quelque chose, then quelque chose d'autre, exécution. À un monde très différent, qui est celui qui est un monde probabiliste, et qui peut se résumer en un mot, apprentissage. Et je pourrais quasiment m'arrêter là. Alors, je ne vais pas le faire pour ne pas créer une intense frustration dans le public, mais je ne doute pas que déjà vous vibrez au fond de vous. Mais ceci étant dit, ce que je veux simplement dire, c'est qu'à partir du moment où je dis le mot apprentissage, vous voyez le mot pédagogie et le mot humain qui apparaît. Ces machines apprennent de nous. Et c'est peut-être pour ça qu'elles nous font un peu peur, parce qu'elles sont notre reflet. Et on sait que des fois, on peut ne pas être toujours très agréable avec des bonnes pensées positives. Et quelque part, c'est pour ça que mon combat a toujours été d'essayer de faire en sorte que l'humain ne se dédouane pas de ses responsabilités. C'est pour ça que j'ai toujours détesté, c'est un bien grand mot, mais je n'ai pas aimé tous les titres de livres et de gens brillants. Je ne nie pas le fait qu'ils soient vraiment bons ou bonnes. Je dis simplement qu'à force de dire que l'IA n'existe pas, ou à force de dire que l'IA c'est Terminator, on a abouti qu'à un seul résultat, c'est la diabolisation d'un sujet ou le non-intérêt. Et à partir de là, par contre, là, il y a un cercle vicieux qui est en train de s'entraîner. Et ça, moi, je le refuse. Je suis au contraire quelqu'un qui a une vision qui est, je l'espère, humaniste du sujet, où je pense qu'il faut que les hommes et les femmes s'approprient ce sujet. Et pour s'approprier, il faut rentrer dedans. C'est pas compliqué. Après, on ne pourra pas dire que ce n'est pas notre responsabilité. C'est notre responsabilité collective. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça que je suis présent aussi aujourd'hui, avec l'importance des sujets dont on est en train de parler, de diversité, d'inclusion. On y reviendra tout à l'heure. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très important. Et même pas très important, il est critique. Le deuxième point, c'est que quand je suis rentré en France, j'étais à New York avant, et pendant quelques années là-bas, et donc... ce qui m'a surpris quand je suis rentré en France, mais ça, les choses sont améliorées, donc ça c'est bien, les choses on apprend. Mais putain, il y a 3 stéréotypes qui vraiment m'ont gavé quand même, grave. Hein. Il y a un moment donné, on n'arrêtait pas de me dire, et c'est peut-être nos formations qui font ça, IA égale data, 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 donc on devient des obsessionnels de la data. Donc en général, ça prend 3 secondes statistiquement pour que quelqu'un vous dise IA égale data. Et moi, je m'évertue à dire que IA égale apprentissage, d'accord, premier point, donc pédagogie. Donc on a une nouvelle pédagogie à inventer pour faire en sorte que ces machines apprennent de l'humain d'une manière correcte et telle qu'on veut qu'elles apprennent, premier point. Le deuxième point qui m'a toujours quand même surpris, c'est que finalement, on arrive très vite à un sujet où on dit, et c'était ta question Mathieu, IA égale mathématiques, algorithmie, modèle. Donc je rassure tout le monde, il y a d'algorithmie, il y a des modèles, il y a des mathématiques. Si vous aimez ça, vous allez vous éclater. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas que ça. Et l'IA, c'est avant tout des sciences cognitives. Et c'est pour ça tout à l'heure que lorsque vous évoquiez tout à l'heure des sujets de pluridisciplinarité, si on n'a pas une équipe pluridisciplinaire, on court à la catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'IA, c'est quoi ? C'est le langage au sens propre du terme, on appelle ça le langage naturel, hein, le NLP, etc. C'est la voix, les mots qui sortent de ma bouche, c'est la reconnaissance visuelle, c'est le raisonnement, c'est l'empathie. C'est quoi ces sujets ? C'est des maths ? Non, c'est pas des maths. Ça s'appelle des sciences cognitives. Il y a des gens qui étudient ces sciences. Et donc, simplement, ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai toujours veillé, et c'est à New York que ça a commencé, à veiller à avoir autour de moi des gens très différents. Des gens qui venaient d'horizons différents, de cultures différentes, de préférences différentes, d'études différentes. Et c'est ça qui fait la richesse d'une équipe et qui fait la richesse de l'IA. Pourquoi l'IA est humaine ? Et le troisième point, c'est que, et ça c'est IBM qui parle, on a toujours tendance à se réfugier derrière la tech. Tu vois, l'IA c'est de la tech. Non. Qu'est-ce qui fait la tech ? C'est toi, non ? Donc, qu'est-ce qu'utilise la tech ? C'est toi. Très bien.
Donc l'IA, c'est humain. Et c'est pour ça que je me suis toujours évertué de dire l'humain doit rester au centre de tout ce que nous faisons. Voilà, pour faire court. C'était très clair. J'adore. Puis tout le monde a compris ou on se refait une petite... Je recommence. Non, merci beaucoup Jean-Philippe, j'ai envie de dire élémentaire, mon cher Watson. Pour la fois qu'on l'a fait, celle-là. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie vers un product management plus inclusif et des équipes plus inclusives. Donc Diego, on va revenir vers toi. Tu as des exemples de produits et services tech inclusifs observés sur le marché. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns ? Bien sûr, et permettez-moi, j'ai quelques notes pour ne pas me tromper sur les noms. Mais en effet, chez Faber Novel, on étudie ce sujet donc, du safe space depuis quelques mois maintenant. Et on a commencé à faire des travaux de recherche autour de ce sujet pour voir s'il y a des entreprises qui arrivent au-delà des politiques RH internes pour créer des environnements sûrs pour tout type de communauté de talents. Ils arrivent aussi à transmettre ça à leurs clients. Et donc, on a trouvé des cas assez intéressants. Avant que je sois invité à cette table ronde, on a trouvé aussi le cas d'IBM. Donc, Jean-Philippe, n'hésite pas à compléter tout à l'heure. Mais le premier cas que je trouve assez intéressant, c'est le cas de Nokia, qui a travaillé sur le sujet de l'inclusivité de façon assez structurelle. Donc, ils ont créé des programmes ils ont commencé une démarche d'abord autour de 3 axes différents qui sont quand même plutôt classiques dans l'entreprise, c'est-à-dire des sujets, un énorme sondage interne auprès de collaborateurs, chose qu'on a aussi entendu dans la table ronde de tout à l'heure, des programmes de leadership, des formations à comment identifier des biais conscients et inconscients dans la prise des décisions, à définir des stéréotypes, choses qui vont servir aussi à des intelligences artificielles, des programmes de mentoring de personnes LGBT, des groupes de ressources, aussi un thème qui est assez fréquent. Et ça a donné en fait naissance à 2 programmes qui sont aujourd'hui deux des plus gros programmes chez Nokia. Le premier qui s'appelle donc le Safe Space Programme, dont l'objectif est de développer une culture autour de la tolérance, autour de l'inclusivité. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, dans leur site corporate, dans le processus d'entretien, ils parlent d'abord de ça, alors que c'est un sujet qui vient d'une initiative LGBT. Et un deuxième programme qui s'appelle le How to Leadership Programme, où ils ont osé créer des programmes de leadership pour le top management, pour les hauts potentiels, dédiés aux personnes LGBT, pour créer des exemples, pour créer des rôles modèles. Et ça, c'est un mouvement qui est assez intéressant et qui se retranscrit en fait dans l'image que la marque peut avoir. Et donc le deuxième cas, c'est le cas d'IBM qu'on a aussi étudié parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on traite chez Faber Novel, où IBM ils se sont concentrés sur la création d'outils, notamment d'outils liés aux intelligences artificielles, des systèmes d'intelligence artificielle, autour du sujet des biais. Du coup, donc le premier programme que vous avez créé, Jean-Philippe, qui s'appelle le AI Fairness 360, c'est en fait un toolkit mis à disposition en open source des développeurs et qui permet d'identifier dans les lignes de code d'un machine learning ou d'une intelligence artificielle à travers des dizaines de métriques, des biais, de pouvoir les corriger et de même pouvoir échanger entre développeurs, développeuses dans cette communauté open source sur des bonnes pratiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant parce que IBM, Watson, distributeur de solutions d'intelligence artificielle pour beaucoup d'autres entreprises en France et dans le monde, propose ce genre d'outillage pour des gens qui vont aller écrire, s'adapter ou adopter ces intelligences dans leurs entreprises elles-mêmes. Mais aussi un deuxième programme qui s'appelle le AI Explainability 360, qui va aller donc plutôt du côté de la pédagogie dont tu parlais, Jean-Philippe. Aussi un toolkit, mais maintenant pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices de comprendre en fait comment fonctionne l'intelligence artificielle, le machine learning derrière, donc avec des algorithmes, des tutoriels, des vidéos. Et ça, c'est des mouvements assez intéressants qu'on ne trouve pas encore en grande quantité dans le marché. Et j'aime bien. Après, sur les produits numériques eux-mêmes, aujourd'hui, malheureusement, il y a quelque chose qui est assez impressionnant. Je lisais une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait que 98% des sites, des homepages aujourd'hui
sur Internet ne représente pas l'intégralité de la diversité des utilisateurs en ligne. Donc ça veut dire que 98% des sites Internet ne reflètent pas tous les utilisateurs et utilisatrices en ligne. Une de ces réglementations s'appelle le Web Content Accessibility Guidelines, et donc ça montre que la plupart des contenus aujourd'hui en ligne sont produits par très peu de personnes, et c'est donc par définition pas inclusif. Et des boîtes tech aujourd'hui, quand on va sur du produit, la plupart restent encore sur des choses assez simples du genre je vais mettre quelques options dans l'identification du genre quand je m'inscris dans un site internet pour m'abonner à un service, etc. Facebook propose aujourd'hui plus de 50 types de genres quand on s'inscrit pour la première fois sur la plateforme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour en fait aller dans des domaines où on voit l'expression en fait de la culture de l'entreprise beaucoup plus forte, comme la mode, où certains créateurs, certaines marques du luxe au retail arrivent à traiter le genre de façon la plus inclusive possible. Ça, c'est pas encore le cas dans la tech. Mais je finirai cette question là-dessus. Il y a un espoir, et cet espoir, en tout cas pour moi, il s'appelle le design. Le design, donc le métier du designer, de la designeuse, c'est d'aller comprendre les besoins des utilisateurs et utilisatrices, de voir où sont ces points de friction pour améliorer un service. Donc je vois que les boîtes tech embauchent de plus en plus de designers, et donc c'est pour ça que j'ai un espoir là-dessus, que ces produits, que ces boîtes tech pourront demain construire des produits encore plus à l'image de toutes ces politiques intéressantes qui commencent à mettre dans l'entreprise pour les personnes LGBT. Je peux rebondir sur ce que dit Diego ? Oui, tout à fait. D'abord, merci d'avoir identifié ces produits. Avec plaisir. C'était le côté promotionnel de la soirée, enfin de l'après-midi. Mais merci pour ça. Mais ceci étant, je sors des produits IBM, parce que d'autres boîtes en font certainement très bien, c'est pas mon point. Mon point, c'est à quoi ça sert. Et en fait, comme Diego l'a dit, on a fait une étude encore récemment, l'un des sujets majeurs sur l'IA, si j'avais un mot synthétisé, c'est confiance. On a un problème de confiance à travers l'IA. Et je pense qu'elle est d'une certaine manière assez justifiée. Donc je crois que nier le problème serait une grave erreur, en fait, parce qu'on a un sujet de confiance. Ceci étant dit, le mot confiance, je ne vais pas rentrer sur un débat philosophique, mais la confiance, c'est quelque chose de très compliqué. Hein. Faire confiance à quelqu'un, c'est être dépendant de beaucoup de choses, rationnel, irrationnel, émotionnel, etc. Mais on va faire court aujourd'hui. La confiance dans l'IA se traduit par 3 grands thèmes: transparence, explicabilité, robustness. Un mot sur chacun d'entre eux, qui sont niveaux très différents. La transparence, c'est est-ce que ce que je fais est transparent ? Est-ce que mon modèle est transparent ? Le but étant d'éviter le côté black box. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire derrière. Sachant que, vous savez que dans cette salle, si j'avais Watson à côté de moi, comme je le dis souvent, la plus belle black box, c'est vous, mademoiselle. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser en ce moment. Et vous ne saurez jamais ce que vous êtes en train de penser en ce moment. L'être humain, il a une magnifique black box. C'est pour ça que quand les gens me challenge sur black box humain-machine, je trouve que les machines, de certain point de vue, sont beaucoup moins black box que l'être humain. Je ferme la parenthèse, c'est un vrai débat, ça. Hein. Le deuxième point, c'est l'explicabilité. Est-ce que le résultat que j'ai obtenu est explicable ou pas ? Deuxième point. Si la réponse déjà est non au premier, vous n'êtes pas trusted. Si la réponse est non et non, vous n'êtes vraiment pas trusted. Troisième question, et on procède comme ça, est-ce que ce que vous faites est robuste ? Robuste, ça veut dire quoi ? C'est que dans des conditions égales de température et de chaleur, ou d'autres conditions, le résultat se réplique de manière rationnelle. Si le modèle commence à dériver trop, ça veut dire que votre modèle n'est pas robuste. Et donc il dérive, donc c'est dangereux. Et donc ces 3 éléments-là, je vais m'arrêter là, ces 3 éléments qui sont constitutifs de la notion de confiance. Mais on voit bien que la confiance va bien au-delà, puisqu'elle répond à un cadre éthique. Et là, je fais une pause. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne éthique ? Et là, je vous laisse la question. Merci Jean-Philippe. Est-ce que la régie peut venir me secourir dans mon micro, s'il vous plaît, qui tombe. Merci. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Diego. Effectivement, il y a pas mal d'UX designers qui m'ont dit on a envie de regarder cette conférence, est-ce que tu penses que c'est fait pour nous ? Et je pense qu'effectivement, c'est fait pour eux parce qu'on se rend compte que les sites, la conception des sites Internet parfois n'est pas du tout au goût du jour de la société. Et je fais le parallèle du coup avec toi, Carole, parce que je suis allé enquêter
C'est Sherlock Holmes sur ton site. Et j'y ai vu du coup effectivement des enfants pas forcément habillés en rose, des filles habillées en rose, des garçons habillés en bleu, tout ce qu'on peut encore voir dans les magasins de jouets, enfin bon, je vous en passe et des meilleurs. Est-ce que tu peux nous dire comment tu prends en compte toi ces choses-là dans la conception des produits et de la communication chez June? Bah alors, moi, mon industrie, qui est celle de l'enfance, c'est une des industries les plus genrées. C'est-à-dire que la première question qu'on te pose quand tu dis que tu es enceinte, c'est « T'attends un garçon ou une fille ?» Donc, à partir de ce moment-là, le game, il est plié, quoi. Donc, c'est un vrai challenge. Clairement, nous, déjà, on a commencé en fait, avec des produits d'hygiène. Donc, on a directement tout de suite voulu se dire... On va faire des imprimés, comme pour le prêt-à-porter. Par contre, on doit faire systématiquement des imprimés non genrés. J'ai tous les ans, quand je sors un imprimé où il y a un petit crocodile qui se promène sur une plage avec un petit seau rose, j'ai toujours une maman qui dit « Ah, je ne vais pas pouvoir l'acheter pour mon fils parce qu'il y a du rose. » J'en ai toujours. J'en ai de moins en moins. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a toujours ce premier biais qui est « Ah, j'ai du rose, je vais peut-être pas pouvoir le mettre à mon fils. » Ça existe encore, il faut être clair. C'est de moins en moins, donc ça, c'est bien. Nous, donc, évidemment, on a toujours commencé pour se dire, on fait des produits, des imprimés pour nos couches qui sont non genrés, parce que la couche n'est pas genrée. Autant quand on fait des petites culottes ou des petits boxers, de par la morphologie des enfants, on doit s'adapter, autant sur la couche, il n'y a pas ce problème-là. Deuxième sujet, c'est un sujet de communication. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une industrie où depuis 40 ans, pour nous promouvoir n'importe quel produit lié à l'enfant, on nous met un papa qui est blanc, qui est brun, mais pas trop brun parce que sinon il fait trop brun, donc il est plutôt châtain, avec une maman qui est blanche, qui a les cheveux longs, parce que s'il a les cheveux courts, c'est un peu suspicieux. Elle n'est pas blonde comme les prés, mais elle est un peu châtain clair. Elle a les cheveux toujours très lisses, elle a toujours l'air d'être très reposée, alors qu'on sait tous que quand on a un enfant en bas âge, on n'a jamais les cheveux lisses, on n'a jamais l'air reposé. Donc ça, c'est l'image de départ de l'industrie dans laquelle je me lance. Donc forcément, nous, on arrive, on met des parents tatoués, on met des photos où, en gros, on a des papas bourrés de tatouages. Jean-André, le tatoueur, est un de nos premières égéries avec son fils Corto. Donc on a un papa tatoué avec son tout petit enfant dans les bras, et les gens se disent « Oh, ouais, c'est vachement bien !» Enfin, les mecs, on a juste mis un mec avec des tatouages qui a un enfant dans les bras, quoi. Je veux dire, ça va, le sol n'a pas tremblé. Eh ben, ça fait partie de ce genre de démarche. C'est-à-dire qu'on va systématiquement chercher à sortir. Donc, on a des égéries qui sont en couple mixte, on a des égéries qui sont des couples lesbiens. On essaye de faire les choses de manière la plus diverse possible. C'est pareil, comment on fait, et ça rejoint exactement ce que tu disais. Aujourd'hui, si je mets que des petits bébés blancs sur mon site, comment j'explique aux parents d'origine asiatique, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? De temps en temps, on va se dire, tiens, on va prendre un petit modèle, un bébé d'origine asiatique, un petit modèle, un bébé avec la peau noire ou la peau métisse. Ça fait partie de ces discussions. Et le pire, c'est que moi, ce que je trouve difficile, c'est que c'est des discussions qui sont toujours un peu difficiles, et les gens, on n'ose jamais trop dire les choses comme ça. Quand on parle aux agences, on dit le panel manque de diversité, donc on arrive à dire le panel manque de diversité, mais c'est hyper dur psychologiquement d'arriver à dire très bien, je veux un bébé avec une couleur de peau différente. Parce qu'on est en France, la loi nous restreint énormément, parce que la loi a été faite pour protéger les minorités contre les abus, et donc forcément en protégeant les minorités contre les abus, ça anticipe du côté des gens qui, eux, n'avaient pas envie d'abuser, le fait de dire « est-ce que j'ai le droit de parler de ça ? Est-ce que j'ai le droit de le formuler de cette manière ?» La dernière chose, c'est nous, donc sur notre gamme pour les bébés et pour les enfants, c'est vrai qu'on parle beaucoup aux parents. On a sorti là récemment une gamme pour les pré-ados et les ados, donc à partir de 9 ans. Et on savait très bien qu'on rentrait dans une espèce de nid à emmerde, puisque grosso modo, à partir de 9 ans, c'est l'âge de la puberté. Donc en termes de déterminisme sexuel, de genrisme, on est vraiment alors là à un moment qui est hyper fort. Et on s'est dit, autant les produits pour bébés, les couches, on pouvait faire des imprimés mixtes, autant les produits pour enfants, c'est facile, autant quand on arrive sur de la cosmétique adulte, on a de la cosmétique femme, on a de la cosmétique homme. Comment je fais pour faire de la cosmétique pour des enfants qui sont en train de se définir en tant que femme ou en tant qu'homme ou pas, c'est tout à fait possible. Et comment je fais pour leur faire un produit qui leur correspond ? On a décidé, et c'est un parti pris, d'avoir des produits et des packs qui sont genderless, avec plutôt que d'avoir un personnage et d'avoir entre guillemets un pack rose. Et je suis désolée, en effet, notre gamme femme, elle est blanche et sur des déclinés de couleurs pêche. Donc en gros, à froid, on a l'impression que c'est du blanc et du rose. Voilà, so be it.
Mais là, en l'occurrence, pour notre gamme, pour les ados et les pré-ados, on a volontairement pris des couleurs pastel, du parme, du vert pastel. Et dessus, on a mis un personnage genderless. Donc, c'est un petit personnage qui est ni un garçon, ni une fille. Il porte un hoodie, il a un cœur dans la main et il s'exprime en tant que personne et pas en tant que personne genrée. Et derrière, sur la conception du produit, ça veut dire, je vais arriver avec on a notamment un déodorant qui est notre best-seller sur la gamme pré-ado et ado parce que c'est le produit que les pré-ados utilisent tous les jours. On a voulu faire quelque chose qui était à la fois frais sans être fort, donc pas un truc ultra fleuri, entre guillemets, très girly, et pas un truc très épicé, un peu comme du Axe, un peu max, pour potentiellement les garçons. Et le but, c'est de se dire, c'est un challenge à développer. Parce que tu as forcément des parents de petites filles qui vont te dire « Ah oui, mais bon, l'odeur, elle n'est pas assez forte. » Ou des parents de petits garçons qui vont te dire « Ah oui, mais bon, quand même, ça sent un peu la fleur, ce truc. » Donc, c'est un challenge, c'est un commitment. Mais c'est un commitment, franchement, je suis fière d'avoir prise et que notre équipe est très, très fière d'avoir porté. Ça correspond exactement pas forcément à ce que veulent les parents d'aujourd'hui, mais à ce que vivent les enfants d'aujourd'hui. Parce que les enfants, aujourd'hui, à partir de 9 ans, ils grandissent dans cet univers-là. Nous, notre génération, on a grandi dans un univers qui était très différent. Donc moi, si j'avais un enfant de 9 ans aujourd'hui, je ne comprendrais pas forcément ce que lui est en train de vivre. Mais par contre, lui, à 9 ans, il est tout à fait capable, il a des copains au collège, au lycée, pas au lycée à 9 ans, au collège, qui vont dire, voilà, moi, je suis non-binaire, à 10-11 ans, je préfère les garçons, et c'est très différent dans la façon dont c'est mis en avant, accepté. Le personnel enseignant a fait un travail exceptionnel aussi ces dernières années sur ces sujets-là. Et je trouve ça fort. Je trouve que c'est beau, c'est un mouvement, c'est bien, il faut l'accompagner, en l'occurrence avec des produits. Alors, ça parle peut-être pas beaucoup aux parents, mais en tout cas, ça parle beaucoup aux gamins. Et ça, je trouve que c'est fort. Voilà. Je suis désolée, c'était un peu long, mais je suis passionnée par ce sujet. On voit que, en tout cas, tu l'incarnes, ce qui est important. Et du coup, j'ai envie de, peut-être, Amélie, te demander, toi, tu penses d'un avis personnel que les jeunes générations, autant pour les questions de genre, seront plus intransigeantes avec les entreprises et dans leur choix de consommation? Je ne sais pas si ma question est très claire parce que je l'ai inventée en direct, mais... Je vois ça. Je vais répondre aussi en direct parce que, juste en petite note, Eliane n'investit que dans des sociétés B2B, donc c'est vrai qu'on regarde moins les sociétés B2C. Ouais. Mais effectivement, moi je le vois dans ma génération qui est un tout petit peu avant, les questions autour du genre, de la manière dont on est perçu en entreprise, sur le fait d'être une femme, un homme, de son orientation, de son origine sont particulièrement importantes. Et ça change de plus en plus. Je ne saurais pas dire à quelle vitesse, mais en tout cas, on en voit les effets. Eh bien, merci. Jean-Philippe, on va repasser du point de vue un peu plus numérique, outil. Ce soir, on rappelle qu'on aura la chance d'avoir Cédric O au dîner. Est-ce que tu peux, au dîner TETU Connect, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est donc un biais discriminatoire en IA et comment on peut faire pour maîtriser ces biais? Alors, j'ai pris, pour répondre à cette question, pour éviter d'avoir un aspect trop perso, mais après je vous dirai autre chose, j'ai pris la définition d'un biais. En fait, les mots sont importants. Distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous biaisés. Là, je fasse attention, il ne faut pas ma langue rip quand je dis ça, j'ai toujours peur. Mais si vous croyez que vous ne l'êtes pas, vous vous trompez, nous sommes tous et toutes biaisés. Et les biais, il y en a une famille absolument colossale. Ça peut être des biais sensoriels, des biais d'attention, des biais de concentration, des biais éthiques. Enfin, nous avons tous en nous des biais. Et donc, la difficulté de l'IA, vous avez compris au début de ma discussion, comme elle est éminemment humaine, puisqu'elle est entraînée par des hommes et des femmes à un moment donné, eh bien, d'une certaine manière, nous importons dans l'IA nos propres biais. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler il y a quelques années, à essayer d'identifier ces biais, les détecter. D'abord, faut-il savoir qu'il y a des biais, donc il faut les identifier. Ensuite, il faut les qualifier, d'où ils viennent, quelle est leur origine. Il y a un tas d'origines possibles. Croyez-moi, c'est un sujet qui est tout sauf simple. Et ensuite, une fois qu'on a identifié le biais, qu'on l'a qualifié, on peut essayer de le traiter. Et le biais, il peut venir, si je synthétise, de deux grandes sources. Soit il vient du corpus d'informations qu'on a ingéré dans l'IA et qui comporte, d'une manière ou d'une autre, des biais ou des choses erronées. Et là, il faut qu'on traite le corpus d'informations. Ça, c'est un premier point, première source possible. Mais cette source possible peut se cumuler, c'est et où, avec l'apprentissage, le processus d'apprentissage.
Typiquement, si je forme un modèle d'une IA qu'avec des hommes blancs de 40 ans, je vais importer de fait les biais de ces hommes blancs de 40 ans. C'est la même chose avec des noirs, des jaunes, des rouges, des verts, de ce que vous voulez. Hein. Et donc là, c'est pour ça que, et si le débat, vous m'avez compris, ne s'arrêtait qu'à la couleur de peau, ce serait simple à traiter. Hein. Ce n'est pas qu'un seul problème de peau, ce n'est pas qu'un seul problème de préférence dite sexuelle, ou de genre ou de pas genre, c'est un problème qui est bien plus global parce qu'il est éminemment humain. D'accord ? Donc ça, c'est un sujet aussi qui est important. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est un peu perso. Je vais faire court. Lorsque j'étais, encore une fois, donc avant d'être à New York, j'étais en Asie, à Singapour pour être précis, et je commençais à faire de l'IA assez massivement, et un matin, je me suis réveillé. C'est amusant comme quoi les choses, des fois, arrivent dans votre tête, on ne sait pas pourquoi ça arrive, alors que je faisais mes projets, etc., un par un, les uns après les autres, et c'était vraiment passionnant. Et un matin, je me suis réveillé, je n'étais pas bien, parce que je commençais à percevoir que dans l'IA, il y avait ces problèmes de biais, et à commencer à le toucher du doigt, à le voir concrètement. Donc, quand vous prenez conscience d'un problème, c'est différent que simplement d'avoir une vague idée de ce qu'est le problème, pour savoir qu'il y a un problème. Et donc, il va falloir le traiter. En tout cas, moi, je ne peux pas vivre avec, il faut le traiter. Et le deuxième point, c'est qu'il y avait tout ce débat autour de création et suppression d'emplois, parce que ça touche notre relation avec la société, notre vie professionnelle, etc. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions, à un point que je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'arrête, en fait ? Est-ce qu'il faut que je change ? Il y a plein de choses à faire, la vie, le monde est grand, plein de choses, je peux faire d'autres métiers. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné qui était dans une grande université aux États-Unis et qui était le patron en fait du service cognitif, qui faisait des expériences avec ses étudiants et ses étudiantes et qui m'a dit, je fais court l'histoire, hein, Jean-Philippe, je ne sais pas s'il va te rassurer, mais au jour d'aujourd'hui, la combinatoire de l'humain et la machine, en termes de performance, est toujours supérieure à la seule utilisation de la machine, de la seule utilisation de l'humain. Ce qu'il m'a dit à l'époque était vrai. Je pense qu'aujourd'hui, ce constat serait peut-être un peu moins vrai. Et j'en viens à mon point, c'est que je travaille sur un sujet en ce moment qui s'appelle l'Objectivize, qui consiste à essayer d'objectiver de la bonne utilisation de l'intelligence dite artificielle. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que d'abord je vais utiliser l'IA partout ? La réponse est non. Est-ce que l'humain est toujours meilleur que l'IA ? La réponse est non. Est-ce que la machine est toujours meilleure que l'humain ? La réponse est non. Le tout, c'est savoir objectiver quand, comment je dois utiliser l'IA. Et si je peux me permettre, Diego, tu as visé sur un point qui est capital, que je n'avais pas forcément vu il y a encore un an. Donc chapeau, si je peux me permettre, parce que je fais que ça. Donc, merci. Des fois, je suis un peu lent. Mais en fait, on a réalisé, et maintenant on le voit, l'impact du design sur la bonne utilisation de l'IA. C'est incroyable. Ce qu'on appelle, vous savez, la notion de UX, UI, User Experience et User Interface, l'interface utilisateur, dans vos mobiles, vous avez l'interface, elle est calculée, elle est faite par des gens, soit pour augmenter vos biais, soit pour les diminuer. Il faut que vous en soyez conscient. Et il y a des gens qui travaillent que sur ça. Soit pour vous rendre addict, soit pour essayer de vous donner cette prise de recul par rapport à quelque chose que vous faites. Et il faut vraiment que vous soyez conscient. Je vous conseille de lire des livres comme L'éloge de l'attention, des choses comme ça. Tout est une question d'attention et de manipulation mentale. Et quelque part, il faut qu'on soit très vigilants collectivement à toujours exercer ce libre arbitre, cette prise de recul, cet esprit critique qui nous anime, un peu le côté reptilien du cerveau, parce que l'IA et tout ce qui se passe autour du digital a pour vocation de capturer votre attention et de la positionner dans un endroit qui est profitable à des entreprises, qui n'ont de but que de vous laisser scotcher, soit à l'entreprise, soit à un écosystème d'entreprise. Et ça, il faut être très vigilant là-dessus. Et ça, ce sont des biais. Voilà. Bravo pour ce design. Il y a un an, j'ai vu ça, alors qu'avant, je le sous-estimais. Merci, très clair. Alors moi, j'ai un ami, en tout cas, qui m'écrit en direct, qui me dit « Le monsieur d'IBM est passionnant, il est UX designer. » Et il me dit « C'est tellement beau d'entendre parler de ça pour une fois. » Voilà. Merci à ce garçon. Merci à toi. On va passer à la troisième partie maintenant. On en a longuement parlé, mais c'est un sujet important. On a eu la chance d'avoir la ministre, on aura le ministre tout à l'heure, l'engagement des entreprises de la tech. Comment on fait pour favoriser cet engagement? Carole, on va commencer. Donc on l'a dit tout à l'heure, tu fais partie du Board Impact French Tech 120. D'ailleurs, j'y pense, ça fera le parallèle avec Amélie. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on peut, imaginer que la diversité, elle fasse partie des critères d'accès à la French Tech un jour?
En fait, aujourd'hui, il y a plein de critères qui manquent dans la French Tech 120. La diversité en fait partie, la régionalité en fait partie, parce qu'on est quand même sur beaucoup de boîtes parisiennes ou pas loin. Donc, il y a énormément de critères, entre guillemets, qui devraient rentrer. Après, la French Tech 120 est de toute façon un baromètre qui est imprécis et qui est inégal, dans la mesure où le but, c'est de présenter les entreprises avec le potentiel de croissance le plus élevé. Donc, ça a été pensé, et clairement, ça a été packagé comme étant le CAC 40 des startups. Et donc, finalement, dans le CAC 40 aujourd'hui, on ne va pas mettre volontairement une boîte dite à impact. On met volontairement le top des 40 boîtes qui sont cotées en bourse. Donc, je ne sais pas si le véhicule du FT 120 est le bon. Je pense qu'il y a des choses hyper intéressante à mettre en place, notamment sur les sujets de label. Ce que tu disais sur le côté Safe Place to Work, c'est des initiatives qui, je pense, sont très payantes, parce qu'à la fin de la fin, le consommateur a toujours raison. Que ça soit le consommateur qui achète le produit ou que ça soit le consommateur qui veut se faire recruter dans une boîte. Si quelqu'un a envie de se dire, si ça devient de plus en plus légion, de se dire maintenant toutes les entreprises, ou je sais pas moi, il y a 10% des entreprises qui ont une politique Safe Place to Work, qui ont une politique d'inclusivité, et ben dans ce cas-là, ça veut juste dire que les talents issus de la diversité vont naturellement aller dans ces boîtes, et petit à petit la proportion de gens qui vont vouloir aller dans ces boîtes va augmenter. De toute façon, on le voit bien aujourd'hui. Moi j'ai une boîte où la mission est quand même hyper importante. C'est une des premières choses que me disent les gens quand ils arrivent. Je viens parce qu'en fait personne vient en me disant j'ai une passion pour les couches. Ça marche pas. Enfin, les gens me diraient ça, ça me ferait peur. C'est bizarre, hein. Les gens viennent parce qu'ils te disent j'ai une mission. Et c'est plus facile pour les startups d'avoir des missions, parce que nous, on s'est créé par une mission. Quand tu as des boîtes qui existent depuis 30 ans, qui d'un seul coup réalisent qu'elles doivent devenir une entreprise à mission, c'est comme après 30 ans de mariage, je dis en fait, il faudrait que je tombe amoureux de mon conjoint, quoi. Ah ouais, mais bon, 30 ans plus tard, c'est plus difficile. Donc, je pense qu'il y a, je sais pas si le baromètre du FT 120 est le bon véhicule. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur les labels, sur des commitments RH, et après il faut que le droit social nous suive. Aujourd'hui, on est énormément limité dans les politiques RH par le droit social. On viole la loi au quotidien. Chez June, on a un truc très très bête. Moi, je donne le congé parental au deuxième parent, donc grosso modo une femme qui va avoir un enfant avec une autre femme qu'elle n'a pas portée dans mon entreprise, elle aura son 28 jours comme si elle avait été un homme, sauf que la loi ne le dit pas comme ça, donc je suis en violation de la loi, tout bêtement. Alors ça va que l'inspection du travail, c'est pas le genre de choses sur lesquelles ils pointent, mais néanmoins on s'expose volontairement. Après on le fait en connaissance de cause, sans problème, mais on a besoin d'avoir un soutien juridique législatif, parce que sinon les entreprises sont toutes seules. Moi je prends le risque, des grosses entreprises avec 50 000 salariés, le risque ils le prendront pas. C'est sûr, parce que le risque RH, il est énorme pour ces boîtes-là. Donc, on a besoin que la loi nous suive, et on a besoin que la loi avance dans ce sens-là. C'est indispensable. Merci beaucoup. Amélie, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on peut... du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que la diversité, au-delà, évidemment, quand on parle de financement, on parle beaucoup de performance, est-ce que la diversité, elle peut faire partie aussi des critères de financement au risque de te surprendre, elle fait déjà partie des critères de financement. En tout cas, les choses changent beaucoup. J'espère que l'action de Sista est aussi pour quelque chose, parce qu'on accompagne à la fois les entrepreneurs et les investisseurs cet aspect-là. Mais pour prendre l'exemple d'Elaya, nous, depuis janvier, on fait un reporting ESG. Donc ça inclut la partie diversité, mais ça englobe aussi la partie environnementale, sociale et gouvernementale. Et on demande à toutes les sociétés de notre portefeuille de faire un reporting sur ces aspects-là, au-delà de l'aspect financier, de faire également un reporting sur l'aspect ESG, qu'on envoie ensuite à nos limited partners, c'est-à-dire nos clients, ceux qui financent les fonds. Et en fait, on joue un peu ce rôle de pivot qui va favoriser en fait la prise de conscience, même de sociétés très jeunes qui ont une dizaine d'employés, qui n'ont pas forcément la diversité ou l'ESG comme priorité. Et on les pousse en fait à se poser les bonnes questions. Et même si c'est des entreprises qui sont très jeunes, en fait, c'est peut-être les futures licornes, voire même des cacornes de demain. Du coup, c'est d'autant plus important.
Tout à fait. Et on vous souhaite de financer évidemment les futures licornes. On va passer à Diego. Diego, Carole parlait de labels. Je crois que tu as des choses à nous dire là-dessus. Comment, selon toi, on favorise l'engagement des décideurs et comment on permet d'incarner la diversité? Est-ce que c'est en publiant un scoring, cet index diversité qui va être mis en place? Est-ce qu'il va être utile? Est-ce que c'est des quotas, des chartes, des labels? Est-ce que c'est former pour transformer? Tu m'en parlais à Amélie au téléphone. Je t'en prie. Oui. J'ai envie de dire que c'est tout et que ça dépend du contexte de chaque entreprise. Si on prend l'exemple des États-Unis dont je parlais au début et on constate en fait cette avance qu'ils ont par rapport à nous, ou plutôt notre retard par rapport à eux, où est-ce que ça a commencé? Et le mot, Carole, tu as mis le doigt dedans, compliance. Ils ont quelques années d'avance, les Américains par rapport à nous, en termes de loi, de réglementation, que ça vienne des gouvernements, que ça vienne des associations, que ça vienne des boîtes qui fournissent des services numériques pour que d'autres boîtes puissent exister aussi. Et ça force les dirigeants à commencer, et c'est à peu près comme ça. Donc, tu parlais de ESG, aussi dans l'environnement, on voit les effets des lois pour l'environnement en France et comment ça avance, comment ça réveille aussi des dirigeants. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on commence par ça. On peut créer des labels, on peut créer des chartes, adhérer à des chartes, on peut créer des programmes. La seule chose que je nous souhaite, en tout cas pour la France et pour l'Europe, c'est que si on emporte, si on s'inspire des Américains, des Canadiens et même des Anglais, qu'on le fasse à notre manière aussi, qu'on l'adapte à notre culture, à nos besoins, à notre cadre légal, qu'on ne fasse pas que du copier-coller. J'ai déjà vu des labels se lancer en France sur le sujet de l'inclusivité LGBT et ça ne reflète pas la réalité de l'entreprise. Appliquer les critères qui sont appliqués à des géants du numérique ou à des très grosses boîtes de top 500 aux États-Unis ne fonctionne pas ici. Donc, cela dit, j'ai envie de dire autre chose, c'est aussi quelque chose abordé dans la première table ronde et dans le discours de Madame la Ministre, c'est que diversité, c'est création de valeur. La diversité, elle crée de la valeur. Et les géants du numérique, donc les GAFA, ces boîtes qu'on étudie de près chez Faber-Novel, elles y sont aujourd'hui. On entendait les témoignages de Google, de Salesforce, ou en tout cas, elles y sont beaucoup plus que d'autres. Non pas par des sujets de compliance, ils n'ont pas ces problèmes-là. Et elles le font parce qu'elles voient un intérêt aussi pour eux, pour attirer des talents, pour le retenir, mais aussi pour créer de la valeur. Diversité, c'est des origines différentes, des histoires différentes, des envies, des préférences différentes. Et quand on mélange tout ça, l'intelligence collective a une force tellement puissante que ça crée de la valeur, ça crée une créativité beaucoup plus forte, et les dirigeants et dirigeantes qui commencent à voir ça, qui commencent à se rendre compte de ça, bravo, vous êtes en avance de phase, parce que c'est ça en fait la force. Et puis, tu me poses la question par rapport aux dirigeants, je sais que c'est pas tout à fait facile. On avait Émilie Sidikian tout à l'heure, la DG de Salesforce, qui en a parlé un petit peu aussi. Tout à fait, exactement. Mais ce genre de mouvement, Carole ont touché en moi aussi, ne peut pas que venir du haut. Les organisations sont des organismes complexes et donc j'ai envie de parler à vous aussi, talents. Osez parler avec vos dirigeants, avec vos managers. Vous avez tous des idées. La diversité, c'est aussi ça. Si on veut que la diversité monte vers le haut aussi, proposez des idées, engagez-vous, aidez vos collègues à se sentir bien dans leur environnement de travail et n'attendons pas que les lois changent d'ici demain ou qu'un dirigeant se réveille un matin ou une dirigeante et se dise « Tiens, je vais mettre une nouvelle politique RH autour du recrutement où il n'y aura pas de biais pour le choix des candidats et des candidates. » Donc voilà. Donc chacun peut changer les choses à son échelle. Jean-Philippe, niveau IA, alors tout bonnement, moi je n'en sais rien. Qu'en est-il au niveau légal? Comment on fait pour pousser les entreprises à s'engager pour une éthique, tu parlais d'éthique tout à l'heure, de l'intelligence artificielle? Donc déjà peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Diego enfin, à titre perso, moi, je ne positionne pas le sujet de la diversité ou d'inclusion sur un débat, même si je peux le faire par ailleurs, mais de principe. C'est pas une question de c'est bien ou c'est pas bien. C'est qu'une question, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut arrêter de masturber intellectuellement pendant des heures sur le côté éthique du truc. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, la performance
est directement lié au fait que ce que nous faisons est le reflet de la société. Et Dieu merci, la société, elle est diverse. Et Dieu merci, elle est par définition inclusive. Donc c'est un débat qu'il faut aussi positionner sur un débat de performance comme tu le fais. On le voit très bien sur les boards de grandes entreprises. Maintenant, on se fait « Oh, les boards plus diverse sont plus performants que les boards de mono ». Ah bah putain, t'as mis longtemps pour le réaliser quand même. Hein, et c'est vrai pour d'autres préférences. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que, mettons aussi ça sur le débat de la pure performance, nous n'avons pas le choix. Il faut accélérer parce qu'il en va aussi de notre positionnement, de la performance de nos clients sur le sujet de l'IA. Premier point. Maintenant, ta question était sur la partie... Je me permets, parce que tout à l'heure, je crois que Thomas Delano a donné un chiffre sur la performance. Ouais, c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'en introduction, on a entendu quelqu'un de BCG sur leurs études sur le coming out de l'entreprise qui montrait par, je sais plus de 10 000 entreprises consultées, que la différence de performance économique, donc de points de marge entre les sociétés inclusives et non inclusives, est de 9 points. Donc voilà. Tu vois, je n'ai pas écouté ce garçon, je te dis, c'est mon propos. Donc ça, c'est factuel, ça s'appelle la performance. Encore une fois, il faut que ce que nous faisons soit le reflet de la société. Donc et positionner comme ça évite aussi, tu sais, tous les débats dits de principe, c'est bien, c'est le mal face au bien. Non, c'est pas une question de mal face au bien, c'est une question de... Voilà, il faut le faire. Voilà. Il en va, encore une fois, de la performance, etc. Donc ta question était sur la partie réglementation. Ouais. Alors il s'avère que je travaille un tout petit peu aussi de temps en temps par rapport à un think tank sur la Commission européenne sur différents sujets qui me passionnent, dont celui-là. Et donc l'Europe a légiféré, ça ne vous a pas échappé il y a quelques mois maintenant, sur entre autres le sujet de l'intelligence dite artificielle, en mettant un certain nombre de règles, et ça je pense que c'est pas mal, et surtout en faisant en sorte que l'humain reste au centre de ce que nous faisons, et notamment dans la prise de décision. Ce qui est important, c'est qui prend la décision et comment. C'est amusant de voir que l'Angleterre, je ne sais pas si c'est au Brexit ou pas, n'acceptent pas cette clause-là, juridiquement. C'est-à-dire qu'ils disent que l'humain n'a pas toujours à rester dans une prise de décision prise par une IA. Tort ou raison, je en laisse juge. Mais vous voyez que déjà, il y a des différences qui sont en train de se positionner. Troisième point, sur le sujet de la réglementation, je suis toujours prudent et pas manichéen, parce que je suis conscient des apports d'une réglementation sur un sujet. Je ne suis pas complètement... libéral dans l'âme, et je pense qu'attention, des fois il est bon de légiférer, mais ce que je dis simplement, c'est que attention à ne pas over-légiférer, parce qu'à force d'être over-légiféré et quand le reste du monde obéit à d'autres règles, à la fin des fins, tu sais quoi ? T'es déclassé. Et la pire des choses qu'on pourrait espérer pour l'Europe, c'est être déclassé sur le sujet de l'IA, parce que l'IA, je ne vais pas rentrer dans le détail, est un enjeu géostratégique. Géostratégique. Ça touche tout. Tout. Du militaire au civil, à la santé, à nos vies, tout. Donc si on est déclassé là-dedans, alors déjà qu'on n'est pas forcément au top, là, il y a deux continents qui sont en train de se tirer la bourre, ça s'appelle les États-Unis et ça s'appelle la Chine. Et nous, on est au milieu. Ça tombe mal. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que ne soyons pas manichéens, soyons pragmatiques, gardons nos valeurs, mais il faut à tout prix faire en sorte que ce que nous faisons... il faut oser, tu vois, les anglo-saxons parlent de dare, il faut qu'on ose, et en même temps qu'on essaie aussi de faire en sorte que ce que nous faisons s'imprègne sur les autres. Voilà, on n'est pas seul au monde. Très clair, merci Jean-Philippe. On va faire, on est parfaitement dans le timing pour prendre quelques questions, mais on va juste vous demander, on va faire l'exercice du pitch en 1 minute, chacun, un mot sur vos prochains challenges dans vos entreprises, vos réseaux. Plus difficile pour toi, parce que du coup, tu as une entreprise et un réseau. Sur l'inclusion et la diversité, c'est quoi les prochains challenges ? Qui veut commencer ? Moi, je peux commencer. Moi, je pense que notre vrai challenge, c'est de trouver le moyen de communiquer. En fait, on est meilleur que ce qu'on dit, puisque c'est très difficile de communiquer sur ces sujets-là, parce que je pense qu'il y a toujours l'impression d'être un petit peu, je viens, tu vois, on a le greenwashing, demain ce sera quoi, l'inclusivity washing, je vais communiquer sur mon inclusivité, sur ma diversité, pour montrer, entre guillemets, que je suis best in class. C'est toujours un sujet qui est un peu complexe. Donc, comment est-ce qu'on réussit à communiquer sur ça d'une manière qui soit bienveillante et qui soit pas perçue comme trop cool, ils ramènent la couverture à eux. Je pense que ça fait partie des sujets. On communique beaucoup surtout sur nos produits, on communique finalement peu sur l'entreprise dans sa globalité. C'est un challenge, d'autant plus que maintenant on s'internationalise, on est présent dans une trentaine de pays, donc c'est d'autant plus important parce qu'il y a des marchés sur lesquels typiquement
typiquement en France aujourd'hui, t'es pas inclusif, il y a des gens qui vont quand même acheter tes produits, ils s'en foutent, mais tu as des marchés où tu n'es pas inclusif, le consommateur te bannit. Et donc forcément, c'est d'autant plus éduquant où tu te dis, bah, on sait qu'on n'est pas trop mal, on pourrait être encore meilleur, de toute façon, ça c'est évident. Comment est-ce qu'on arrive à être intelligent dans notre communication sur le sujet sans paraître pour les profiteurs de la première heure. Voilà. Diego, chez Faber Novel. Ouais, je peux parler pour Faber Novel et puis pour moi-même. Je pense que nos prochains challenges, enfin, des choses que j'aime bien, c'est on est une entreprise française et européenne, même si on a des bureaux à l'étranger, aux États-Unis, en Chine. Et une de nos missions, c'est justement d'aider nos clients de devenir ces champions européens. Donc de ne pas être entre la Chine et les États-Unis, d'être sur le sujet du numérique, de faire de belles boîtes de comme on fait chez French Tech, de nos clients, et ainsi de suite. Et il y a donc deux sujets qui me passionnent beaucoup, et c'est des choses sur lesquelles on va mettre beaucoup nos efforts là dans la suite de notre stratégie, qui sont le design, j'en ai beaucoup parlé, et de mettre encore plus du design sur le sujet de l'inclusivité. On produit des produits tech pour nos clients, on les aide à construire des roadmaps numériques et digitales, et il faut qu'on remette de plus en plus du design, parce que voilà, c'est une des clés auxquelles je crois beaucoup pour la solution. Ça me rassure de voir les chiffres d'embauche de designers et de designeuses en France, qui depuis surtout 3 ans sont en pleine croissance, de nouvelles écoles qui se lancent, des belles initiatives autour de ça, beaucoup de reconversions professionnelles pour aller sur du design. Et le deuxième sujet, c'est celui de la production du numérique en lui-même. Il y a une tendance, et ça s'est beaucoup accéléré là en 2021, qui est autour du sujet du no-code. Donc le no-code, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des outils et de produits numériques sans savoir coder, sans connaître de langage ou de techniques de programmation, et tout ça via des applicatifs, des applications comme Bubble, comme Power Apps de Microsoft ou comme Webflow, où on arrive à créer des produits numériques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'inclusivité? Eh ben, j'ai envie de vous dire tout, parce que la tech, on entendait également la ministre dire ça tout à l'heure, est par définition quelque chose de peu inclusif. C'est le technique, c'est compliqué, il faut beaucoup d'années d'études, il faut beaucoup d'années d'expérience pour maîtriser des sujets. Mais sur le sujet de la production numérique, le no-code vient enlever pas mal de ces frontières-là. On n'arrivera pas pour l'instant, en tout cas, à créer des produits très robustes, pour reprendre tes mots, Jean-Philippe, avec du no-code aujourd'hui, mais on arrive à créer des prototypes, on arrive à créer des solutions pour tester des nouvelles idées. Et l'inclusivité vient du fait que tout le monde dans l'entreprise, ou même pas dans l'entreprise, peut participer à la conception de nouveaux produits numériques. Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour le futur de la tech au sujet de l'inclusivité pour demain, quoi. Merci. Amélie, oui. De ton côté, et là il y a Sista. Je pense que le constat a été fait, qu'on manque un peu de diversité et d'inclusivité. Maintenant, du coup, le challenge, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire émerger du coup les nouveaux leaders de demain qui sont plus diversifiés. Je pense que les réponses, c'est déjà une prise de conscience par tous les acteurs de l'écosystème, avoir aussi des acteurs comme Sista qui émergent et qui ont des actions à la fois auprès des entrepreneurs et des investisseurs pour leur parler de leur biais, créer un effet de communauté, faire de la formation, faire des cohortes de femmes, pouvoir faire des présentations entre les fonds. Donc c'est des petites actions qui peuvent avoir un grand effet a posteriori. Et j'aimerais bien finir sur une note un peu positive. En l'espace de 1 an, on a réussi à faire signer 130 fonds incubateurs, accélérateurs dans toute l'Europe qui sont engagés à financer 25% de femmes, donc des équipes 100% femmes ou mixtes d'ici à 2025. Donc c'est dans pas si longtemps et on espère qu'on arrivera à les aider à atteindre cet objectif. Très bien. Et enfin, avant de prendre une ou deux questions, Jean-Philippe, pour toi, les prochaines étapes personnelles et professionnelles, du coup. Il y en a beaucoup. De manière très synthétique. Oui, 2 ans plus tard. Oh, j'aurais pas dû poser des questions. Non, le seul truc... Je me l'avais dit, il fallait pas l'inviter. Non, ça va. Non, j'espère. Premier point, c'est que...
on va commencer par ça, c'est qu'en fait, il y a une analogie avec la mer et le surf, si vous aimez la mer ou le surf ou la planche, je sais pas. C'est qu'en fait, l'IA, c'est un peu comme une vague. En fait, une vague, on l'arrête pas, elle se surfe. Le tout, c'est d'en comprendre les codes. Donc, il est temps de prendre votre surf et de la surfer, parce que là, vous partez sur un mascaré, c'est une vague longue et large, et elle dure longtemps, cette vague. Elle va durer très très longtemps. C'est structurel, c'est pas conjoncturel. Ne vous méprenez pas. Je répète, c'est structurel, pas conjoncturel. Le deuxième point, travailler les hard et les soft skills. En France, nous sommes le roi du hard. Je m'explique, hard skills. Et ça, c'est notre formation qui veut ça, par nature. Vous demandez rarement à votre fils ou à votre fille, quand il rentre de l'école, combien il a eu en art plastique. Plus combien il a eu en maths. Tout notre système a été fait comme ça, jusqu'au plus haut niveau. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut à tout prix être balanced entre les hard et les soft skills. Les soft skills, c'est l'empathie, l'esprit critique, la capacité à prendre du recul, le horizontal thinking, le team working, le collaborative work, et so on. Okay, si tu ne travailles pas ça, tu es mort, parce que sur les hard skills, tu es déjà mort. Ces machines sont plus rapides que toi. Par définition, hein. C'est pas l'IA qui a porté ça, ça fait 20 ans que ça dure. Et ça va s'accélérer. Donc fais gaffe, hard et soft. Mais fais attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler les hard skills, ce serait une aberration, parce que si je ne travaille pas les hard skills, tu ne comprends pas ce qui se passe derrière. Donc toujours pareil, balanced, ok, voilà, soyons pas manichéens, c'est blanc-noir. Et le troisième point, c'est en termes de travaux perso, c'est que la notion de diversité et d'inclusion, Mathieu, on en avait parlé ensemble, elle ne s'arrête pas à la préférence sexuelle de l'individu, elle ne s'arrête pas à la couleur de l'individu, elle ne s'arrête pas au genre de l'individu, et Dieu merci, c'est bien plus complexe, et c'est facile à dire, difficile à faire. Il faut embrasser ce que nous sommes, et nous sommes des hommes et des femmes avec nos valeurs, nos croyances, nos préférences, et ça, il faut que l'IA en soit le reflet. Je vous assure que c'est facile à dire, c'est très compliqué à faire. Si ça s'arrêtait au débat, préférence sexuelle, homme, femme, noir, blanc, jaune, je résoudrais assez rapidement dans la salle. Hein. C'est pas ça. Ou ce n'est pas que ça. Voilà, c'est le seul sujet que je mets sur la table. Donc c'est un sujet éminemment humain. Il faut que l'humain reste au centre de tout ce que nous faisons, et c'est de notre responsabilité, de personne d'autre. Voilà. Humain, complexe, et ni trop noir, ni blanc, pardon. Nous allons. J'ai une petite question, moi, qui m'a été transmise. Déjà, est-ce qu'il y a des questions à la salle? On va faire avec les personnes qui sont présentes. Oui, il y en a une. Peut-on donner un micro à cette personne? Où je m'en occupe. Désolé, Amélie, je te déséquipe. Hop. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sandra Camacho. Je suis stratège en design inclusive et j'étais chez Google pendant 8 ans. Donc, je suis vraiment passionnée du sujet de tech, inclusion et design. Et j'ai une question en fait d'un sujet qu'on n'a pas trop discuté aujourd'hui, et c'est les dynamiques de pouvoir et le mythe de méritocratie. Parce que quand même, les entreprises tech sont aussi un reflet de notre société, des systèmes d'oppression qui nous entourent, le patriarcat, la misogynie, la transphobie, etc., etc. Et je sais que le fait de pouvoir vraiment adopter des valeurs plus inclusives et plus équitables aussi dans la conception de produits veut dire qu'il faut aussi reconnaître ces privilèges, surtout les privilèges que nous recevons en fonction de nos identités dans la société, sachant que certains groupes ont plus de privilèges que d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir, si on retourne un peu à ce que Madame la ministre nous a dit, qu'il y a des dominés et des personnes qui dominent. Et donc, je vous pose la question de comment faire face, en fait, à cette problématique de remettre en question qui a le pouvoir dans des sociétés tech, comment on peut faire entrer des nouvelles voix qui sont normalement dans les marges, des gens qui ne font pas partie des équipes produits, des consommateurs qui n'ont pas vraiment trop de place aujourd'hui dans cette phase de conception. Merci pour votre question. Qui veut prendre la question? Non, moi j'ai répondu tout à l'heure sur l'aspect purement RH. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur la balance soft skill, hard skill, c'est-à-dire que le fait, je pense, de faire rentrer dans les entreprises des gens qui reflètent cette grande diversité-là, c'est une première étape. Après, il y a une deuxième étape, et elle n'est pas neutre, c'est comment on les gère à l'intérieur de l'entreprise, comment on leur donne des opportunités égales. Je vais vous parler en 3 secondes. On a un système les entretiens chez nous se font 50% performance, 50% valeur. C'est comme ça, c'est ce que tu disais, hard skills, soft skills. Donc on a une petite balance. D'un côté, il y a un dièse, de l'autre côté, il y a un love, qui est un cœur qui représente les valeurs. Et c'est
extrêmement lié à la performance et on l'explique comme ça aux gens. Mais c'est un commitment, c'est-à-dire que quand tu vas te retrouver face à quelqu'un, ton top sales, le mec qui te rapporte le plus de blé, mais qui est un vrai con, eh ben, il faut du courage et du commitment pour dire, en fait, on va quand même arrêter de travailler ensemble. Et c'est là où le droit ne nous soutient pas. Vraiment. Mais c'est un commitment. Après, je pense que recruter, c'est une première chose. Et après, faire évoluer et manager sous ce prisme-là, c'est un commitment. Le droit ne nous soutient pas, ça c'est un acté. Donc après, il faut le faire en prenant les risques que ça implique. Mais je pense que c'est une première étape parce que ça permet justement de pouvoir dire à quelqu'un, si aujourd'hui dans l'entreprise tu ne te comportes pas bien, tu opprimes quelqu'un, ton attitude n'est pas l'attitude que j'attends, eh bien ça va pas être « oh c'est dommage », ça va être « la porte elle est là-bas ». De la même manière que quelqu'un qui a des valeurs exceptionnelles et qui a une performance qui est très mauvaise, on va évidemment lui donner les moyens d'augmenter un petit peu sa performance, mais on ne va pas garder des gens juste parce qu'ils seraient issus d'une diversité ou à qui il aurait manqué certaines choses, malgré le fait qu'ils soient mauvais. Donc c'est un commitment, d'un côté comme de l'autre. Je trouve que ça donne une certaine forme d'équilibre. Je prends peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, je prends l'angle cette fois recrutement, justement sciemment. Tu vois, par exemple, là pour le coup, je reprends un casquette IBM, parce que c'est ce que je connais, hein, donc je parle de ce que je connais. Il y a un programme qui s'appelle PITEC, qu'on a développé aux États-Unis, qui est maintenant déployé au niveau mondial, y compris en France, qui a consisté aussi à s'assurer de la diversité des talents que l'on prend. On sait qu'on est sur une guerre de talents, on est tous sur une guerre de talents. Et dans le domaine de la tech, il y a une prédilection facile de prendre l'élite qui sort de telle ou telle école, et comme ça, on était sûr d'avoir, entre guillemets, des gens qui sont soi-disant les très bons, et ils sont très bons, il n'y a pas de malentendu sur ces gens-là, ils sont de grande qualité. Mais on voit bien que si on fait que ça, on va se heurter à tout le problème de discussion qu'on a eu pendant 1 heure. Donc ce qu'on essaie de faire avec IBM, c'est qu'on a développé un programme PITEC qui s'adresse spécialement à des jeunes gens qui sont dans des situations difficiles, qui ont des problèmes scolaires, assez tôt dans un cursus, et pendant 5 ans, donc c'est un programme qui c'est pas 6 mois de travail en disant basta cosy, ça y est, je t'ai apporté ce que je vais t'apporter, maintenant ça prend 5 ans, et on fait évoluer ces jeunes gens avec de la formation, de l'accompagnement, pour les amener à être intégrés dans notre l'occurrence chez IBM ou dans d'autres grandes structures. Donc là aussi, je pense que ça se joue aussi à ce terrain-là, si on ne veut pas créer, comme tu le dis, un fossé entre les gens qui savent et le reste. Et ça, c'est un risque qui nous pend au nez, on le voit bien, dans tout ce qui est digital, tout ce qui est IA, c'est un risque qui est évident, il y a un fossé qui peut se creuser, et il peut se creuser très facilement et très vite, et il faut qu'on veille, notamment au travers ça, pour ne pas justement que ce fossé se creuse. Donc PITEC a été une belle initiative, et pour l'avoir fait, moi je l'ai fait à Brooklyn à l'époque, j'allais dans un lycée à Brooklyn, et c'est fabuleux quoi, de voir ça, de voir ces jeunes gens évoluer, où on investit sur eux, ils investissent aussi sur nous, ça va dans les deux sens la relation, c'est pas monosens, mais c'est extraordinaire de voir ça. Donc ça aussi, ça fait partie, je pense, des actions que peuvent mener des groupes, grands ou moyens, je sais pas, mais ça fait partie des actions qu'il faut que l'on fasse pour assurer justement une diversité de profils. Autrement, on devient encore une fois, tu arrives dans tous les écueils qu'on a évoqués. Et puis c'est sûr que ça doit être fait par les groupes, parce que typiquement aller taper à la porte des startups en disant faites-le. En fait, par défaut, les startups, comme on a à cœur d'être innovant, on fait partie de cette génération qui est un petit peu plus éduquée sur ce sujet-là, naturellement on va le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que des groupes de 50 000 employés le fassent et mettre en place quelque chose qui est à grande échelle, parce que ça a un grand impact. Moi, j'ai un impact chez June, mais on est 65 chez June. Donc certes, ça fait 65 personnes qui se sentent certainement à l'aise et éveillées sur ces sujets. Mais en fait, demain, c'est des gros groupes, c'est des Sanofi, c'est des Danone, c'est des L'Oréal qui doivent ensuite s'engager ça. Et d'ailleurs, L'Oréal l'a fait, ils ont fait une campagne très, très bienveillante sur l'inclusivité, sur les sujets, des thématiques de femmes, qui était très bien faite. Ils ont eu un prix récemment sur ça. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais franchement, les groupes auront un impact beaucoup plus fort que les startups, c'est sûr. Eh bien, ce sera le mot de clôture puisque notre événement touche à sa fin. Je vous demande donc d'applaudir nos intervenants. Franchement, merci beaucoup pour cette discussion sans langue de bois et pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse regagner la salle. Le temps pour moi de vous dire donc que l'événement touche à sa fin, qu'on était ravis au nom de tous les partenaires, Salesforce, la French Tech Grand Paris, Remixed, WeWork, évidemment chez qui on est, France Digital, LGBTech, l'association dont je fais partie, et évidemment le magazine Têtu de vous accueillir et d'avoir
avoir ces débats passionnants. On espère que l'événement vous a plu. On espère que vous repartez avec des conseils et des bonnes pratiques à appliquer dans vos entreprises. Là, on peut rester ensemble pour ceux qui sont encore présents en physique jusqu'à 19h et pour ceux qui participent au dîner avec Cédric O à partir de 19h15. Et évidemment, vous l'avez compris, le combat pour des entreprises à l'image de la société française, il est collectif, il continue. Vive l'inclusion et vive la diversité. Merci beaucoup.